Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce jeudi 27 mars. Le musée océanographique dévoile sa nouvelle exposition. Méditerranée 2050 est une véritable immersion dans la Grande Bleue. Un voyage dans le passé, le présent et le futur dans ce joyau écologique. Cyril Gomez, directeur général adjoint de l'Institut océanographique de Monaco, nous en dira plus. Caroline Rouguignon-Vernin, faite chevalier de la Légion d'honneur. Nous avons profité de cette remise de distinction pour inviter le grand chancelier de la Légion d'honneur sur notre antenne. Le général François Lecointre vous dévoilera les missions et le rôle de cette institution d'État fondée il y a plus de 200 ans. Découvrir autrement les missions d'un musée et explorer l'art contemporain, tel est le but du programme Les Apprentis Collectionneurs. Nous avons suivi les lycéens associés à ce projet, reportage à suivre dans ce journal. Et puis nous parlerons musique avec la programmation de l'édition 2025 du Monte Carlo Summer Festival et l'hommage rendu au compositeur et chef d'orchestre Pierre Boulez lors du festival Printemps des Arts. Méditerranée 2050, c'est le nom de la nouvelle exposition du musée océanographique. Elle invite les visiteurs à s'intéresser autrement à la Grande Bleue et à s'engager pour sa protection. 2 jours avant son ouverture officielle au public, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a découvert cette exposition immersive et interactive déployée sur 1000 mètres carrés. Pour en parler, Cyril Gomez, le directeur général adjoint de l'Institut océanographique de Monaco, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir Émilie Rousseau. C'est une nouvelle immersion dans la Grande Bleue que vous proposez à partir de ce week-end au musée océanographique, hein. Oui, tout à fait. Une nouvelle exposition pour plusieurs années sur notre Méditerranée et une exposition immersive pour faire découvrir à quel point elle est magnifique et à quel point elle pourrait l'être encore plus. C'est un voyage dans le passé, le présent et le futur. C'est comme ça qu'elle est présentée, cette exposition. Aujourd'hui, elle est magnifique et ce que nous vous proposons, c'est de découvrir comment, dans le futur, si on prend les bonnes décisions aujourd'hui, elle pourrait être préservée. Parce qu'aujourd'hui, cette mer qui est magnifique, elle est sous pression. Vous savez, la Méditerranée, c'est environ 1% de la surface de l'océan global. Mais imaginez que dedans, il y a 30% du trafic maritime mondial, environ 30% du tourisme mondial, 7% des microplastiques de l'océan sont en Méditerranée. C'est vraiment une mer sous pression et il faut alléger ces pressions. Oui, c'est un joyau écologique mais qui reste encore menacé. Il est menacé et il y a des outils. Tout le monde est d'accord sur les outils pour préserver cette Méditerranée. Parmi ceux-ci, il y a les aires marines protégées. Les 21 pays qui bordent la Méditerranée ont adhéré à l'accord de Kunming-Montréal, de la Convention sur la diversité biologique. Et dans cet accord, il y a un objectif avec lequel tout le monde est d'accord. D'ici à 2030, il faudrait protéger 30% des terres et de l'océan. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est très loin du compte. Si vous regardez sur le papier, il y a environ 8% d'aires marines protégées, mais en analysant les choses un peu plus profondément, les aires marines protégées qui sont vraiment efficaces, c'est environ 1,5%. Donc il nous reste 5 ans pour faire tout ce long chemin et il y a encore beaucoup de travail pour y parvenir. Oui, et c'est ce message que souhaite transmettre Méditerranée 2050. Comment est-elle présentée, cette exposition? Elle est déployée sur 1000 mètres carrés, hein. Elle est déployée sur les 2 étages du musée et surtout, ce que nous voulons proposer au travers de cette exposition, c'est un voyage positif, c'est un futur désirable. Une Méditerranée en bonne santé bénéficiera à tout le monde. Ça, c'est la vision qu'on imagine dans le futur. Et en quittant le musée océanographique, nos visiteurs retourneront dans le présent. Ils retourneront maintenant. Et c'est maintenant qu'ils peuvent agir, non seulement en choisissant de modifier leur comportement, en s'engageant, mais aussi en lançant des défis à leur gouvernement, à leurs institutions, à leurs employeurs, à leurs fournisseurs, bref, à tous ceux qui ont un pouvoir de décision et qui peuvent impacter positivement la Méditerranée. Oui, c'est un appel à l'action collective, hein. Elle éveille les consciences, cette exposition. Exactement, c'est un appel à l'action, non seulement pour nos visiteurs, mais aussi, et c'est tout le sens de notre programme Méditerranée, à tous ceux qui décident, que ce soit les institutions ou que ce soit les entreprises et le secteur privé, qui ont un vrai pouvoir pour implémenter les choses. Aujourd'hui, les solutions, comme je vous le disais, elles sont connues, elles sont acceptées finalement. Tous les pays ont adhéré à l'accord de Kunming-Montréal, mais ce qui nous manque, c'est l'implémentation, c'est le passage à l'action.
Et Méditerranée 2050 est donc à découvrir à partir du 29 mars au musée océanographique. Merci beaucoup Cyril Gomez d'avoir été notre invité ce soir. Merci Émilie Rousseau. Et explorons un peu plus cette exposition avec Alban Gingembre et Camille Caloni qui ont eu l'opportunité de découvrir Méditerranée 2050 en avant-première. Regardez. 17 000, c'est le nombre d'espèces marines qu'on trouve en Méditerranée. Avec cette exposition, l'Institut océanographique souhaite sensibiliser le public sur cette richesse qu'il faut protéger. La principauté a pour objectif de préserver 30% des terres et des océans d'ici 2030. On souhaite emmener le public vers un futur désirable en fait, pour la Méditerranée. Donc on essaie de l'emporter avec nous à travers notre espoir, à travers les solutions concrètes qu'on peut proposer pour protéger la Méditerranée et l'ensemble des espèces et écosystèmes qui s'y trouvent. C'est la création et la bonne gestion d'aires marines protégées en Méditerranée qui offre un espace privilégié pour que la nature puisse se régénérer et offrir tous les services écosystémiques qu'elle est en capacité de faire. Donc ça c'est un des éléments. Ensuite on propose aux visiteurs de s'engager à titre individuel, c'est-à-dire par un comportement davantage vertueux, et ça s'adresse pour tous les usages de la mer, c'est-à-dire lorsqu'on est à la plage, sur un bateau, lorsqu'on se nourrit. Alors c'est des petits gestes du quotidien qui, couplés à ceux des pouvoirs publics, mais aussi des entreprises, du secteur économique, peut faire levier et atteindre une masse suffisamment importante pour pouvoir être impactante sur ces questions de préservation des écosystèmes. Une exposition immersive sur plus de 1000 mètres carrés, avec 4 espaces thématiques pour nous faire voyager dans la Méditerranée du passé et celle du futur. Un futur idéalisé de la Méditerranée en 2050 si l'on prend les bonnes décisions dès maintenant. L'idée c'est de transformer cette salle qui est centenaire en un vaisseau, un submersible qui va nous emmener à travers une navigation sous la mer. On voulait que ça soit une exploratrice, en symbole à une fameuse océanographe, Anita. Et l'idée, c'était de choisir une enfant qui a 10 ans aujourd'hui et qui nous emmène en 2050 dans son rêve. Et on trouve que c'est une bonne façon d'émerveiller les enfants et de développer leur imaginaire. C'est dire, surveillons notre mer, essayons de la préserver du mieux qu'on puisse. Et en 2050, espérer d'avoir ce futur souhaitable. Et pour encore plus d'immersion, l'Institut propose une activité immersive en réalité virtuelle qui nous plonge dans une aire marine protégée. Le public est aussi invité à agir en faisant des propositions individuelles. L'autre actualité, c'est la visite du grand chancelier de la Légion d'honneur à Monaco. Le général François Lecointre a été reçu aujourd'hui par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II au Palais Princier en vue de la visite officielle du président de la République française Emmanuel Macron en principauté en juin prochain. Il a également remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à Caroline Rouguignon-Vernin, conseillère nationale de 2013 à 2018, docteur en pharmacie et diplômée d'une grande école de commerce. Elle a occupé plusieurs postes à responsabilité dans des laboratoires pharmaceutiques avant de s'investir pleinement dans ces différents rôles qu'on lui a confiés, dont celui de présidente du Conseil économique, social et environnemental. Que représente cette distinction et quelle est la valeur de l'honneur aujourd'hui? Nous avons profité de la présence du général François Lecointre pour lui poser ces questions. Il est en duplex avec nous depuis la Maison de France. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être notre invité ce soir. Votre présence en principauté est tout d'abord le témoignage des excellentes relations entre la France et Monaco. Oui, bien sûr, c'est plus que des excellentes relations. C'est une relation, j'ai presque envie de dire fusionnelle. C'est peut-être pas très diplomatique de dire ça, mais je pense qu'il y a un lien tellement fort entre la France et Monaco que c'est bien plus que d'excellentes relations. La grande chancellerie de la Légion d'honneur que vous représentez est une institution d'État fondée par Napoléon Bonaparte il y a plus de 200 ans maintenant. Quelles sont ses missions? Alors, les missions de la grande chancellerie sont d'abord de gérer l'ordre de la Légion d'honneur. Ça passe par plusieurs choses. D'abord, sélectionner, retenir les membres qui vont venir rejoindre l'ordre de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du mérite ou recevoir la médaille militaire. Ils sont globalement 2500 ou 2600 civils par an et militaires pour la Légion d'honneur. Donc c'est un travail à part entière qui consiste à étudier tous les mémoires qui sont envoyés par les différents ministres du gouvernement français
dont une part provient du Quai d'Orsay, bien sûr, et qui sont des mémoires rédigées par les ambassadeurs de France dans les différents pays avec lesquels la France a des relations. Ensuite, la Légion d'honneur et la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur a également la main sur les 2 maisons d'éducation de la Légion d'honneur qui ont été fondées par l'empereur et qui accueillent les filles, petites filles et arrière-petites-filles de décorés de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur. Ça représente 1200 élèves, de la 6e à la terminale, et ensuite des classes préparatoires et un BTS de commerce international. Ce sont des élèves qui sont dans 2 établissements, l'un qui est à Saint-Germain-en-Laye et l'autre dans l'abbaye royale de Saint-Denis. Donc un pensionnat de jeunes filles non mixte, un pensionnat d'excellence qui reçoit des jeunes filles de tout niveau social et qui a conservé une excellence d'éducation qui va au-delà de la simple instruction, mais qui essaye d'entretenir ces jeunes filles dans la mémoire et dans le culte de la grandeur de ce qu'ont fait leurs ancêtres, bien sûr, qui leur permettent de rejoindre ces établissements. Et puis ensuite, la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, c'est aussi un musée qui est au Palais de Salm, là où est le siège de la Grande Chancellerie et la résidence du Grand Chancelier, ce palais qui est juste à côté du musée d'Orsay à Paris, en face de la Seine. Et vous avez déclaré aussi récemment vouloir redonner du souffle à cette institution. Comment ? Alors, c'est pas tant redonner du souffle, c'est réaffirmer le rôle primordial qu'a la Légion d'honneur pour notre société, je dirais pour une société démocratique moderne comme la nôtre. Je dis souvent que la Légion d'honneur est un principe actif de citoyenneté. C'est le contraire de ce qu'on imagine intuitivement. Ça n'est pas, contrairement à ce que pensent les gens, la réunion de quelques happy few qui seraient là parce qu'ils pratiquent l'entre-soi. Ça n'est pas non plus quelque chose qui est donné à n'importe qui. C'est un ordre qui récompense le mérite, l'engagement au service des autres, le sens de l'honneur, c'est-à-dire la recherche que chacun de nous doit avoir de l'estime des autres pour conforter la propre estime qu'il a de lui-même. Et je pense que ce principe qui est le cœur de l'honneur, au cœur de l'idée d'honneur, au cœur de la valeur de l'honneur, est quelque chose qui est très puissant pour lutter contre l'individualisme qui ronge nos sociétés démocratiques. Voilà, vous n'existez pas autrement que dans le regard de vos concitoyens. Et quand la République vous estime et vous marque cette estime publique, en vous faisant rentrer dans l'ordre de la Légion d'honneur, elle récompense un service, un engagement au service du bien commun, et elle vous encourage à continuer, bien sûr. Oui, est-ce que la valeur de l'honneur est-elle encore la même aujourd'hui ? Je pense, oui, qu'elle est la même. Elle est toujours aussi actuelle qu'à l'époque où l'empereur a créé la Légion d'honneur. Vous savez que c'est une décoration universelle. C'est un ordre qui accueille en son sein les soldats pour leur bravoure, mais aussi les savants pour leur science, les artistes pour leur talent, et de manière générale, tous les gens qui se dévouent au bien commun. Donc pour moi, ça a exactement la même valeur aujourd'hui que ça l'avait il y a plus de 200 ans. C'est vraiment, encore une fois, un ordre qui permet de réarmer moralement ou de continuer d'armer moralement nos sociétés à un moment où elles en ont extrêmement besoin, plus que jamais, je dirais, et en particulier nos démocraties. Alors pour revitaliser, entre guillemets, ou en tout cas pour renforcer le sens de cette Légion d'honneur, et notamment pour lutter contre l'idée fausse qu'elle est un ordre qui ne récompenserait qu'une petite élite de gens des milieux du pouvoir ou du spectacle ou de je ne sais quoi, j'ai souhaité qu'on inscrive dans le code de la Légion d'honneur une nouvelle initiative qui s'appelle l'initiative citoyenne et qui permet à 50 citoyens réunissant leurs signatures de proposer que quelqu'un soit nommé dans l'ordre de la Légion d'honneur ou dans l'ordre national du mérite en envoyant un mémoire de proposition qu'elle rédige aux ministres concernés par la voix des préfets ou des ambassadeurs et directement au grand chancelier qui s'empare des dossiers pour ensuite satisfaire un contingent qui est dédié à cette initiative citoyenne qui va être un contingent de 100 légions d'honneur par an et 200 ordres nationaux du mérite.
Eh bien, merci beaucoup, Général François Lecointre, d'avoir été notre invité ce soir à l'occasion de votre présence en Principauté. Merci à vous. Merci, madame. Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle français a effectué une visite de travail ce jeudi en Principauté. Pour rappel, l'INPI est un organisme public qui a pour objectif de délivrer les brevets, les marques ou encore les designs afin de les protéger. À l'occasion de cette visite, un mémorandum d'entente a été signé. Il vise à renforcer la coopération entre l'INPI et la division de la propriété industrielle de la direction du développement économique. Je vous propose d'écouter à ce sujet Pascal Faure, directeur général de l'INPI, et Pierre-André Chiappori, ministre des Finances et de l'Économie. L'idée, c'est de pouvoir partager avec nos amis de l'Office monégasque notre expérience pour, d'une part, travailler sur l'évolution de la réglementation en matière de propriété industrielle, de sorte à avoir les règles les plus efficaces. C'est aussi travailler sur la manière d'opérer l'instruction des titres, la délivrance des titres. La notion de propriété industrielle, pour nous, est extrêmement importante. Et pour une raison simple, c'est que les notions de propriété industrielle sont absolument fondamentales pour tout ce qui concerne l'innovation. En particulier parce que toutes les études économiques montrent que l'une des principales garanties qu'on peut apporter aux innovateurs, c'est la propriété de leurs innovations, donc la propriété industrielle, sous la forme de brevets, sous diverses formes, et la propriété de leurs innovations. Ouvrons une page culture à présent et intéressons-nous à ce programme pédagogique initié par le nouveau Musée national de Monaco il y a 8 ans. Baptisé les apprentis collectionneurs, il permet aux jeunes d'avoir une approche différente du monde de l'art. Quel en est le but pour le musée et pour les élèves? Réponse dans ce reportage de Frédéric Elion et Camille Caloni. Depuis 2017, le nouveau Musée national de Monaco, en partenariat avec la Sogeda et la DENJS, propose un programme pédagogique destiné aux élèves de terminale, en option arts plastiques des lycées Albert Ier et FANB, les apprentis collectionneurs, objectif familiariser ces lycéens à l'art contemporain et les former à la façon dont fonctionnent les collections du NMNM. On leur explique au fur et à mesure tous les ressorts du marché de l'art, d'un musée, de ses processus d'acquisition et la façon dont ils constituent aussi des collections par thématique ou par intérêt spécifique à un territoire. On leur explique évidemment comment fonctionnent les collections d'un musée. Et aussi, pour le marché de l'art, sur une foire d'art contemporain, on part en voyage pendant plusieurs jours où ils ont aussi l'opportunité, évidemment, de visiter des musées, des expositions par ailleurs, mais de comprendre aussi le fonctionnement donc, d'une foire d'art contemporain dans laquelle ils formulent une proposition, comme ils l'ont fait aujourd'hui, et qui est sélectionnée par le jury in fine. Les équipes du NMNM et les élèves se voient plusieurs fois tout au long de l'année avec plusieurs séances de travail sur différentes thématiques, le marché de l'art, les collections du NMNM ou des travaux d'écriture. Mercredi, dans l'auditorium du lycée Régnier 3, 20 apprentis collectionneurs ont présenté leur projet d'acquisition devant le jury. Leur mission, sélectionner une ou plusieurs œuvres d'un seul artiste pour un budget de 20 000 €. C'est un ensemble de 12 acryliques sur bois qui représentent des figures historiques ou alors des événements qui se sont passés par rapport aux révolutions paysannes et ouvrières en Espagne. Alors voilà, elle prend un peu des gens qui sont... Alors historiquement, ils ne sont pas vraiment connus dans le monde entier, mais du coup, c'était justement le principe de pouvoir les mettre en avant. Je pense que ça a été une très grande opportunité pour nous de vivre cette expérience. On est allé jusqu'à Madrid, on a vécu la foire Arco et on a pu travailler avec les galeries. Donc ça a été amusant, mais aussi un peu... Il y a eu des difficultés, bien évidemment, parce que ça a été aussi un travail. Mais voilà, on s'est très amusé et on a même pu aujourd'hui donc présenter nos œuvres et transmettre notre sensibilité par rapport à ce projet. Après la présentation, place à la remise des prix en présence de son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Depuis le début du programme, les apprentis collectionneurs, le NMNM a acheté près d'une trentaine d'œuvres. C'est l'un des plus grands noms de la musique contemporaine. Pierre Boulez est à l'honneur de l'édition 2025 du Festival Printemps des Arts. Né le 26 mars 1925, ce musicien hors norme, chef d'orchestre
et compositeur disparu en 2016, aurait fêté cette année ses 100 ans. Pour marquer cet anniversaire, les organisateurs ont souhaité lui rendre hommage avec un concert donné au Théâtre National de Nice. Un concert entièrement dédié à la musique de Pierre Boulez. Le reportage de José Sacré, Arnaud Imbert et Clélia Renaud. Dérive, ainsi s'intitule cette édition 2025 du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Mais c'est aussi le titre de 2 œuvres de Pierre Boulez à qui ce festival rend hommage et qui ont été interprétées le 26 mars 2025 au Théâtre de Nice, salle des Franciscains. C'est précisément aujourd'hui le jour du centenaire de la naissance de Pierre Boulez à Montbrison dans la Loire. Donc c'est un peu un événement et c'est en fait le point vers lequel tendait toute la programmation du Printemps des Arts cette année. 3 œuvres de Pierre Boulez étaient au programme, Dérive 1 et Dérive 2, et Sonatine pour flûte et piano. Mais c'est l'œuvre d'un compositeur de 21-22 ans qui est dans la révolte normale, logique, après la Seconde Guerre mondiale, qui veut reconquérir les nouveaux territoires esthétiques, qui veut construire un nouveau monde. Toujours de Pierre Boulez, ont suivi Dérive 1 et Dérive 2. Alors Dérive 1, c'est un petit bijou très court de 7 minutes qui est vraiment une pièce emblématique du Boulez qui a basculé vers une forme d'hédonisme après avoir tenté un grand nombre d'expériences combinatoires, d'expériences post-sérielles. Il cherche là une espèce de beauté évidente, de beauté plastique. Et cette œuvre Dérive 1, elle incarne ça pour moi. Dérive 2, c'est une grande fresque extrêmement virtuose. Alors pourquoi dérive ? Parce que pour Boulez, le matériau dérivait, c'est-à-dire qu'à partir d'un matériau musical qu'il développait, il trouvait un autre matériau qui avait sa propre vie et qui dérivait littéralement. Et puis évidemment, la dérive, c'est cette façon justement de relier les éléments les uns avec les autres. Et donc c'est aussi le travail d'un directeur artistique d'un festival de créer des événements qui dérivent les uns des autres. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé le titre de Pierre Boulez. Ce concert a été interprété par l'ensemble orchestral contemporain que dirige Bruno Mantovani, le directeur artistique du Printemps des Arts de Monte-Carlo. C'est un orchestre spécialisé dans l'exécution de la musique contemporaine. Nous sommes en résidence à l'Opéra de Saint-Étienne depuis quelques années. Et c'est un orchestre qui d'ailleurs a eu une relation constante avec Pierre Boulez. Pierre Boulez est même venu faire travailler les musiciens dans Dérive 2 il y a fort longtemps. Donc ça me paraissait logique. Et puis sentimentalement parlant, je ne me voyais pas être dans une salle, mais pas être sur la scène en ce jour anniversaire. Musique toujours, on connaît depuis aujourd'hui la programmation du Monte Carlo Summer Festival entre révélations et légendes musicales. 20 dates sont prévues du 5 juillet au 15 août. Fabien Bonilla et Alexandra Marangoni lèvent le voile sur ce qui vous attend sur scène cet été. Le 12 juillet, le Gala de la Croix-Rouge accueillera le rebelle punk rock britannique Billy Idol. Le 16 juillet, la pop star montante qui a enflammé les Emmy Awards avec son salto sur un piano, Benson Boone sera lui aussi au Sporting d'été. L'iconique guitariste latinos Carlos Santana, il l'avait déjà dévoilé lors de l'annonce de sa tournée, Carlos Santana s'arrêtera à Monaco le 23 juillet. Le lendemain, le 24, de la musique électro pour un concert debout avec Paul Kalbrenner. Le 25 juillet, The Dire Straits Experience, ce n'est pas exactement un tribute mais un concert avec Chris White, le saxophoniste de ce légendaire groupe britannique de rock. Autre légende, mais du hard rock, le groupe allemand Scorpion, avec ses 100 millions d'albums vendus à travers le monde. Ils seront dans la salle des étoiles le 26 juillet. C'est un grand acteur, mais ne l'oublions pas, il a d'abord été rappeur. Will Smith sera à Monaco le 2 août. Il y aura aussi du disco avec le mythique groupe Kool and the Gang le 13 août. Et pour finir, l'artiste italienne Giorgia viendra clore ce festival le 15 août. En résumé, 2025 devrait être un bon cru avec entre autres Santana, Benson Boone, Scorpion, Kool and the Gang ou encore Will Smith. Des stars à découvrir dans une salle qui permet la proximité. Ce sont des artistes qui sont habitués à des zéniths, des arénas et des salles combles et archi gigantesques. Donc je dirais qu'on a le défaut de notre qualité. Donc je mets en avant toujours le fait qu'on puisse avoir une proximité avec le public. Et j'ai un bon souvenir avec Sam Smith et Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, il est venu sur scène l'année dernière et il a dit « Cette salle est plus petite que mon salon à Malibu », je ne sais pas où il a une maison et tout.
Donc j'ai trouvé le truc rigolo parce qu'ils en jouent et ça devient vraiment un joke, mais qui est bon pour nous parce que au final, les artistes et le public ont besoin d'échanger. Et Sam Smith aussi, il a dit « J'ai jamais vu un public aussi beau ». Et il venait de faire une tournée de 1 an dans les plus grands stades et les plus grandes salles. Donc c'est pas évident. Mais on y arrive. J'ai pas fini encore parce qu'il y en a d'autres que je lâche pas l'affaire en tout cas. Et comme les années précédentes, un groupe proposera 10 dates entre celles dont on vient déjà de parler. Le show Motown All Star nous plongera dans l'âge d'or de la soul, sans oublier la première partie de tous les concerts de cette saison, le Girls Band Ultramarine. Et sachez pour finir que la billetterie est déjà ouverte. Voilà pour cette programmation complète du Monte Carlo Summer Festival. Ainsi s'achève cette édition. Dans quelques instants, la météo de Sarah Inkari, suivi du magazine Rencontre. Ce soir, Yann-Anthony Noguès reçoit le président du Conseil national, Thomas Brezzo, à découvrir également sur nos réseaux sociaux. On referme ce journal avec les photos de Manuel Vitali et l'hommage au compositeur et chef d'orchestre Pierre Boulez lors du festival Printemps des Arts. Demain, retrouvez Théo Schumer à la présentation de votre JT. Bonne fin de semaine à tous sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, pas de grands changements au programme de ce vendredi 28 mars, un ciel majoritairement bleu et quelques légers passages nuageux. Les températures, elles commenceront doucement à se réchauffer et seront comprises entre 12 et 16 degrés, ressenti 22 au soleil l'après-midi, profitez-en si vous le pouvez. Demain nous fêterons la Saint-Gontran et célébrerons également la journée mondiale de lutte contre l'endométriose, une maladie qui touche 10% des femmes en âge de procréer. Dans la région, on estime que 150 000 à 200 000 femmes sont concernées par cette pathologie. Bonne soirée à tous et à demain. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.